Imaginez que comme beaucoup de Français, vous partiez en plein mois d'août dans le sud de la France. La question que vous allez vous poser, c'est quand partir pour éviter les bouchons ? Vous avez quand même une certaine flexibilité, vous pouvez soit partir le vendredi soir ou bien le samedi. Peut-être que instinctivement, vous allez commencer par vous dire « Bon, tout le monde va partir le samedi, Bison Futé annonce une journée compliquée, donc je vais partir le vendredi soir. » Problème, si tout le monde pense comme vous, c'est finalement le vendredi qui sera le pire jour et le samedi va être peut-être moins compliqué que prévu. Donc certains vont décider de partir à nouveau le samedi. Mais là encore, si tout le monde a ce même raisonnement et si tout le monde change de jour, ça va recréer le même problème. Et ce cycle de réflexion illustre parfaitement comment nos décisions peuvent influencer celles des autres, créant un vrai casse-tête. Et c'est là qu'entre en scène la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est une branche à la fois des mathématiques et de l'économie qui va étudier les interactions entre des individus, qu'on va appeler ici joueurs, qui prennent des décisions. Chaque joueur cherche évidemment à maximiser ses gains ou bien à minimiser ses pertes, dans le cas des bouchons par exemple, en tenant compte des choix des autres. Il n'y a souvent pas de solution évidente parce que chacun anticipe ce que vont faire les autres, comme dans notre exemple de départ en vacances. Un bon exemple, c'est le fameux problème du bar d'El Farol. C'est un paradoxe qui est décrit dans un article de 1994 par l'économiste Brian Arthur, qui est chercheur au Santa Fe Institute. Si vous voulez vous la raconter, d'ailleurs, l'article s'intitule « Raisonnement inductif et rationalité limitée », mais vous allez voir que le problème lui-même est simple à comprendre. Le bar d'El Farol, c'est un bar de Santa Fe qui a une soirée spéciale chaque jeudi soir avec un concert. Il y a 100 personnes dans la ville qui aiment sortir à ce bar le jeudi soir, mais le bar a uniquement 60 places. Le problème, c'est que l'expérience au bar n'est agréable que si le bar n'est pas trop plein, c'est-à-dire s'il n'y a pas plus de 60 personnes qui y vont. S'il y a plus de 60 personnes présentes, le bar devient bondé, l'ambiance est mauvaise, on ne s'entend pas, etc. Et tout le monde regrette d'être venu et aurait passé une meilleure soirée chez lui. Chaque jeudi, toutes les personnes intéressées doivent décider si elles vont au bar ou non, sans connaître à l'avance combien d'autres personnes feront le même choix. Il n'y a pas de communication entre les personnes. Le but, c'est donc d'anticiper combien de personnes iront. Si la personne pense qu'il y aura moins de 60 participants, alors elle va choisir d'aller au bar, ce sera une bonne soirée. Et si elle pense qu'il y aura 60 personnes présentes, alors elle va préférer rester chez elle pour éviter la foule. Le problème, c'est que comme chacun essaie de deviner ce que les autres vont faire, la prédiction est très difficile. Et c'est là où est le paradoxe. Si tout le monde pense que peu de gens iront au bar, alors tout le monde va décider d'y aller et le bar devient surpeuplé, dépassant les 60 personnes. Résultat, mauvaise soirée pour tous ceux qui sont venus. Et à l'inverse, si tout le monde anticipe que le bar sera bondé, alors il y a peu de personnes qui vont venir, le bar va garder une ambiance sympa avec le concert, etc., ce qui sera une mauvaise décision pour ceux qui seraient restés chez eux. La seule donnée qu'ont les participants, c'est le nombre de personnes qui sont venues les semaines précédentes. Par exemple, 44, 78, 56, 15, etc., pour finir par 40, 56, 22, 35. Et chaque personne peut choisir différentes stratégies. Et là, normalement, vous devriez commencer à faire le rapprochement avec la bourse. Une stratégie très basique, par exemple, serait de prendre exactement le même nombre que la semaine dernière. S'il y a eu 35 personnes la semaine dernière, on va se dire il y aura probablement 35 personnes cette semaine. Ensuite, une autre technique, ce serait de dire, ça va être l'opposé. S'il y a eu 35 personnes, donc une super soirée, beaucoup de gens vont être intéressés, donc je peux faire 100 moins le chiffre précédent, donc 65. Je pense qu'il y aura trop de monde. Donc ça peut être la technique de l'opposé. On peut prendre une autre technique qui va être la moyenne des 4 dernières fois. Ou bien, on peut essayer de faire une tendance sur les 8 dernières semaines et se dire, je pense que si ça montait, il y aura à nouveau une hausse, ou bien si ça avait plutôt tendance à baisser, plutôt une baisse. Et là, on voit que ça commence vraiment à ressembler à des réflexions qu'on peut retrouver en bourse, avec le suivi de tendance, avec le retour à la moyenne, etc. Et le cœur du problème, mais ça vous l'avez bien compris, c'est que chacun ajuste ses décisions en fonction des autres, ce qui rend impossible la prévision du nombre de participants. Par exemple, quelqu'un peut prendre comme prévision, comme stratégie, si vous voulez, au départ, le nombre de la semaine dernière. Donc, il y a 35 personnes, il va se dire « je vais au bar ». Et puis, il tombe sur 65 personnes. Et il passe une mauvaise soirée. Donc, il reste sur sa stratégie, il se dit « il va y avoir 65 personnes la semaine prochaine ». Il n'y va pas, il reste chez lui et il apprend qu'il y avait 43 personnes, donc moins de 60, super soirée, ça s'est bien passé. Donc, il est déçu de sa stratégie qui était donc de prendre uniquement le chiffre du dernier jeudi, et il va faire l'inverse, il va faire 100 moins le nombre de la semaine dernière, etc. Mais comme tout le monde s'ajuste en même temps, ça veut dire que peut-être que tous ceux qui avaient la même stratégie que lui ont décidé de changer en même temps, donc il va se retrouver avec un problème, etc. Donc on se rend compte que c'est tellement compliqué que toute tentative de prédiction, même sophistiquée, finit par échouer à cause de tous ces ajustements continus. Et on peut faire un parallèle évident avec la bourse. Alors je vais simplifier énormément, mais admettons que le marché clôture à 100 et que le lendemain, la majorité des participants, avant l'ouverture, sont acheteurs et passent un ordre au marché. Le marché va ouvrir en hausse, évidemment, disons à 110, je ne sais pas.
Et finalement, beaucoup des acheteurs seront déçus parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pris la même décision qu'eux et ils achètent 10% plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Finalement, pour eux, c'est trop cher et ça revient un petit peu à se retrouver dans le bar bondé, si vous voulez. Ils avaient tous pensé être les seuls un petit peu avec cette stratégie. Finalement, tout le monde a la même et ils sont déçus. Voilà, le côté un petit peu, si j'avais su, je ne serais pas venu ou bien je n'aurais pas acheté. En bourse, c'est le même principe, c'est-à-dire que les stratégies utilisées, elles changent. Ça ressemble un peu au bar d'El Farol. S'il y a peu de monde qui utilise la stratégie, par exemple, d'achat de valeur des côtés, la stratégie value, ça peut marcher. Vous allez effectivement dénicher des pépites parce que vous serez un des rares à avoir ce type de critères et donc à trouver des valeurs qui sont vraiment décotées. Si à l'inverse, tout le monde applique cette stratégie value, tout le monde cherche des actifs décotés, ça ne marche plus. Il n'y aura plus d'actifs décotés en fait par définition. Les seuls que vous avez trouvés, ils seront malgré tout trop chers. Ça marche aussi si vous êtes le seul à acheter des sociétés en forte croissance. Vous allez les acheter peu cher, c'est parfait. Mais si à l'inverse, comme en 2000 ou 2021, tout le monde, enfin en tout cas une grande partie des gens, a tendance à appliquer la même stratégie de croissance, ça ne marche plus. Vous allez payer trop cher ces valeurs et sûrement avoir des mauvaises surprises. Et c'est pour ça que quand j'applique ça à moi, quand je lis en tout cas le problème du bar d'El Farol, ça me fait vraiment penser à ma situation personnelle. Moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans maintenant que j'ai une approche quality, donc je recherche des entreprises de qualité. Mais depuis, je dirais 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, 2 ans on va dire, depuis que typiquement la stratégie croissance a un peu déçu, je vois beaucoup de personnes se tourner vers cette stratégie quality et la plupart des actions de qualité sont devenues chères, voire très chères, peut-être même trop chères. Je vois des personnes qui cherchaient des actions de rendement, donc des actions à dividendes, ou bien des actions value, ou bien des actions de croissance à prix raisonnable, etc., se tourner petit à petit vers ma stratégie. Et ça m'inquiète un peu parce que les valorisations s'envolent. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de stratégie idéale a priori, c'est-à-dire qu'on ne peut pas graver dans le marbre la stratégie value ou croissance ou quality ou dividende va battre toutes les autres pendant X années. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce jeu d'anticipation mutuelle, chacun réajuste sa stratégie au fil de l'eau. Et tout comme au bar d'El Farol, le bar peut se retrouver vide vide dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec moins de 60 personnes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, au bout d'un moment, tous ceux qui restent à la maison et qui voient que ça marche bien à côté vont aller dans le bar et la stratégie ne va plus marcher. Aller au bar, ce sera une mauvaise stratégie puisque le bar sera bondé. Pour moi, c'est vraiment l'analogie que je vois avec ma stratégie actuelle, mais ça a été vrai dans le passé sur beaucoup d'autres stratégies. La stratégie value a surperformé les autres stratégies pendant longtemps dans le passé. Et puis à force de regarder ça, à force d'entendre parler Warren Buffett, à force de lire l'investisseur intelligent, etc., beaucoup de gens se sont tournés vers cette stratégie et elle s'est mise à moins bien marcher. Ensuite, ça a été la stratégie croissance qui a surperformé la stratégie value et à nouveau, les gens se sont mis à surpayer les valeurs de croissance et ça a mis un frein à cette stratégie. Et là, je constate que beaucoup de gens qui faisaient du trend following, beaucoup de choses, etc., se mettent à parler de l'investissement quality. Et je vois aussi dans mon portefeuille beaucoup de valeurs que je trouvais intéressantes avant, qui commencent à être chères. J'ai de plus en plus de mal depuis quelques années à trouver des valeurs qualité peu chères. Je suis obligé de payer plus cher en termes de PER, en termes de valorisation, les entreprises que je choisis. Et ça commence à me poser un problème. Donc je reste toujours convaincu par cette stratégie qualité, mais ça commence à m'inquiéter un petit peu de voir autant de monde basculer. C'est vraiment le problème du bar d'El Farol. Ils voient le bar à moitié vide et à chaque semaine, ils se disent « Oh, j'aurais dû y aller ». Et puis au bout d'un moment, ils craquent et ils abandonnent leur stratégie dividende, leur stratégie trend following, etc., comme je le disais, pour aller sur de l'investissement qualité, ce qui va forcément à terme rendre cet investissement qualité moins attractif. Mais ce que montre surtout ce paradoxe, si on veut prendre un peu de recul et ne pas rester purement sur les stratégies boursières, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de prédire le comportement collectif dans des situations où chaque personne tente de deviner les actions des autres. Chaque individu ajuste en permanence ses décisions en fonction des anticipations mutuelles, ça crée une dynamique imprévisible. Alors moi j'adore ce type de simulation qu'on retrouve dans la théorie des jeux. J'ai pas voulu vous parler du dilemme du prisonnier qui est beaucoup plus connu que ce paradoxe du bar d'El Farol et qui s'applique moins à la bourse selon moi, mais le dilemme du prisonnier, j'en parlerai peut-être parce qu'il est très intéressant dans des cas de duopole du type Coca-Pepsi pour quand ils doivent décider de quel prix ils vont mettre à chacun de leurs produits. Donc il y a aussi des cas intéressants. Mais dites-moi si vous voyez d'autres situations dans la vie réelle qui peuvent ressembler à la situation du bar d'El Farol. Moi je vous remercie comme à chaque fois pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça me motive au quotidien pour faire ces vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.